Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention ces répliques et personnellement, je ne voudrais pas du tout prendre la parole. Mais je vais vous faire l'économie des choses qui ont été dites au niveau de la partie civile. Je considère que, et je l'ai dit dans ma plaidoirie, que nous ne reprendrons pas dans le même style. Tout tenant compte de la courtoisie judiciaire qui caractérise notre métier et de ce temple qui nous réunit. Monsieur le Président, je vais rebondir sur les questions de droit qui ont éventuellement été abordées par le ministère public, notamment la question déontologique, que le procureur en a parlé tout à l'heure, mais également la question de la requalification. Sur la question déontologique, il a été dit ici, et je crois qu'on veut nous le reprocher, que les avocats dont les clients devaient ce jour-là être incarcérés à la veille du procès sont allés voir le ministre de la Justice. Je voudrais rappeler au procureur que nous savons faire la différence entre le ministre de la Justice et le ministre des Droits de l'Homme. Les questions de liberté individuelles, les questions de droits de l'homme relèvent de ce ministre-là qui a les deux casquettes. Il est arrivé que dans des procédures, que personnellement, que moi j'adresse des courriers au ministre, mais en sa qualité de ministre des Droits de l'Homme. Nous connaissons notre loi et personne n'a à nous l'apprendre. La deuxième chose que je veux relever, Monsieur le Président, je m'attendais, et comme je l'ai démontré dans mes plaidoiries, que le ministère public puisse nous convaincre sur la question de la nécessité de la requalification et sur les conditions de la requalification. Je crois, Monsieur le Président, honorable assesseur, avoir cité au moins 7 jurisprudences sur la question. Et j'ai rappelé, je vais vous lire cette partie-là, Monsieur le Président, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui date du 19 décembre 2006. J'ai dit ceci, je reviens là-dessus parce que le procureur a rappelé tout à l'heure que nos clients, après que la demande de requalification a été posée par le ministère public et que les parties aient donné leur avis sur l'opportunité de la requalification, il dit qu'on est passé à la phase de la confrontation et que dans ce cadre-là, des questions ont été posées à nos clients. Je l'ai rappelé dans mes plaidoiries, Monsieur le Président, honorable assesseur, que dans cette salle, et vous avez été très exigeant sur la question, vous avez dit qu'aucune question ne doit déborder. On doit rester dans le cadre de la confrontation et qu'on ne peut pas poser des questions comme si nous étions dans le sens de l'interrogatoire. Et c'est le sens de la jurisprudence qui a été donnée par la Cour de cassation, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est inspirée, Monsieur le Président, honorable assesseur, paragraphe 3 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit ceci, si vous le permettez bien sûr, Monsieur le Président, honorable assesseur, que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l'accusation pesant contre un accusé et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre est une condition essentielle de l'équité de la procédure. Elle poursuit pour dire que si les juridictions de fond disposent, lorsqu'un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s'assurer que les accusés ont eu l'opportunité d'exercer le droit de défense sur ce point de manière concrète et effective, en étant informés en temps utile de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont soumis à leur charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais de la qualification juridique donnée à ces faits et d'une manière détaillée. Pourquoi j'insiste sur ce point, Monsieur le Président? Il est dit, et à l'entame de cette procédure-là, vous avez fait passer tous les accusés devant cette barre, vous avez lu l'ordonnance de renvoi les concernant. Vous les avez expliqué, c'est quoi l'infraction de meurtre, c'est quoi l'assassinat. C'est ce qu'il aurait fallu faire lorsque la question de la requalification en crime contre l'humanité devait être posée. La dernière chose que je vais aborder, toujours sur la question de la requalification, il y a une jurisprudence que j'ai relevée, parce qu'ils ont dit quelque part ici que l'avis ou le consentement de l'accusé n'était pas nécessaire
pour que le tribunal puisse aller dans le sens de la requalification. Je vous lis la condition de la requalification, Monsieur le Président. Un arrêt qui date du 15 janvier 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. Que les éléments constitutifs de la nouvelle... il dit si le tribunal estime devoir requalifier les faits dont il est saisi, c'est à la double condition que les différentes parties au procès puissent contradictoirement débattre de la question et que les éléments constitutifs de la nouvelle qualification envisagée ne soient pas matériellement différents de ceux de la précédente qualification. Dans ce cas, le tribunal devrait recueillir l'accord exprès de prévenu ou l'accusé pour être jugé sous ces nouveaux faits. Le ministère public, et je crois que c'est le procureur Sidiki, dans ses réquisitions, ici, qui a donné les éléments constitutifs du crime contre l'humanité. Il a parlé de l'élément contextuel, ce qui pour dire qu'il faudrait que le crime soit commis dans le cadre d'un plan ou d'une politique d'État, d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Ça, c'est un élément constitutif du crime contre l'humanité. Ça veut dire quoi? Si on prend le meurtre, qui est une infraction incorporée dans le crime contre l'humanité, le meurtre individuellement pris ne peut pas être considéré comme un crime contre l'humanité s'il n'est pas commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique et dans le cadre d'un plan commun ou d'une politique d'État ou d'une organisation ayant pour but cette attaque. Il aurait fallu que le ministère public démontre que l'infraction qui est le meurtre, par exemple, ou la complicité, effectivement, qui est reprochée au capitaine d'Addis, par exemple, est les mêmes éléments constitutifs que le crime contre l'humanité. Sauf que ce n'est pas le cas, parce que le meurtre seul, pris de façon isolée, n'est pas un crime contre l'humanité, sauf s'il est commis dans le cadre d'une attaque générale ou systématique. Donc c'est sur ces points, Monsieur le Président, que je voulais apporter. Malheureusement, je suis resté sur ma fin. Le ministère public n'a pas pu apporter des arguments juridiques contraires à ces propos-là. Je vous remercie.